Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui, on étudie le système nerveux. Évidemment, qui dit système nerveux dit système moteur. Et notre moteur, c'est quoi? Celui qui va gérer tout, celui qui va contrôler tout, c'est notre cerveau. Notre cerveau est composé de neurones et en fait, l'ensemble de notre système nerveux est composé de neurones. Donc, ces neurones, ce sont des cellules, donc elles comportent un noyau comme toutes les cellules. Elle va avoir aussi des dendrites qui vont être des espèces de petites ramifications qui vont se retrouver autour du noyau. Évidemment, ce noyau-là baigne dans un liquide qu'on appelle le cytoplasme et ce liquide-là doit être contenu par une membrane qu'on appelle la membrane cellulaire. Ensuite, on va voir l'axone. L'axone, son rôle, c'est vraiment de transmettre l'influx nerveux. Donc, c'est un peu à l'image d'un fil électrique. Et on va avoir les terminaisons neuronales qui vont servir à faire le lien entre un neurone et un autre. Donc, quand on a un influx nerveux, elle va donc parcourir de la dendrite jusqu'à la terminaison nerveuse. Et rendue à la terminaison nerveuse, dis-je, elle va devoir passer à l'autre neurone. Donc, mon influx nerveux, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va passer par ce qu'on appelle le synapse, qui est l'espace entre deux neurones, par le biais de neurotransmetteurs, qui sont des petites molécules qui vont être émises par les terminaisons neuronales et recaptées par les dendrites. Et donc, les dendrites vont comprendre qu'ils doivent émettre un nouvel influx nerveux et donc repartir l'influx nerveux comme il était dans le premier neurone. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, quand on pense système nerveux, on pense au cerveau, parce que c'est lui qui va commander les mouvements volontaires. C'est lui qui a le plus de fonctions, en fait, à l'intérieur du cerveau. Il va aussi s'occuper de tout ce qui est ressentir le froid, le chaud, la faim, la soif, autant au niveau des émotions. Donc, tout ça, c'est géré par le cerveau. C'est aussi lui qui va analyser ce que nous donnent nos sens, et c'est aussi lui qui va résoudre les problèmes. Donc, tout ce qui est résolution de problèmes en mathématiques, par exemple, mais tout ça, c'est géré par le cerveau. Donc, c'est lui qui fait le plus gros du travail. Mais il ne fait pas tout. Parce que le cerveau ne gérera pas ce qui est involontaire. Quand on parle de ce qui est involontaire, on peut penser par exemple au cervelet, qui est juste sous le cerveau, qui est une partie dont l'objectif est de coordonner les mouvements, d'abord, mais aussi de maintenir la posture et d'effectuer des séquences de mouvements qu'on fait fréquemment, comme s'habiller ou attacher ses lacets. Donc, c'est des choses qu'on n'a plus besoin de réfléchir pour faire, donc c'est le cervelet qui va s'en occuper. Au niveau du tronc cérébral, c'est la section qui est située sous le cervelet, et donc son objectif, c'est de gérer les mouvements inconscients ou involontaires. Donc, quand on parle de mouvement inconscient, bien, évidemment, notre respiration, par exemple, est inconsciente. On n'est pas obligé de réfléchir pour respirer. Évidemment, on peut se concentrer sur sa respiration, mais même si on arrête de se concentrer sur sa respiration, heureusement, on continue à respirer quand même. Même chose au niveau de la fréquence cardiaque. Donc, quand on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque ou une diminution de la fréquence cardiaque, c'est le même principe, c'est le tronc cérébral qui gère tout ça. On peut parler aussi des mouvements involontaires, comme la toux, l'éternuement et le vomissement, qui sont des mouvements qui sont gérés par le tronc cérébral. Donc, ce n'est pas le cerveau qui décide de vomir, mais bien le tronc cérébral. Finalement, la dernière partie est la moelle épinière. La moelle épinière, c'est la partie qui va transmettre l'information et gérer les réflexes. Dans le fond, l'objectif de la moelle épinière, c'est vraiment de prendre l'information qui a été captée par nos sens et de l'envoyer au cerveau et de prendre l'information gérée par le cerveau pour le renvoyer à nos membres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il reçoit un influx nerveux trop intense, en fait, l'idée, c'est qu'il va comprendre qu'on n'a pas le temps de le faire analyser par le cerveau, il faut renvoyer l'influx nerveux tout de suite. Donc, il va tout de suite commander. Et c'est ce qu'on appelle les réflexes. Et ce n'est pas, les réflexes, dans le fond, c'est vraiment quand on a une situation où est-ce que notre corps est en danger. Donc, quand on dit, par exemple, qu'un gardien de but a des bons réflexes, en fait, c'est pas tout à fait le terme. Il analyse rapidement, il va bouger rapidement, mais on ne parle pas de réflexe à ce moment-là, parce que le fait d'arrêter une rondelle, sa vie n'est pas en danger, ses membres ne sont pas en danger, donc c'est pas un réflexe, c'est juste une analyse très rapide du cerveau.
Donc, j'ai parlé des sens. Évidemment, vous connaissez vos sens. On a l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût et la vue. Et on va avoir un système de nerfs, dans le fond, c'est ce qu'on appelle les nerfs sensitifs, qui vont nous permettre d'envoyer l'ensemble des influx nerveux qui ont été causés par les stimuli qu'on a perçus à l'extérieur du corps. Donc, nos sens vont développer un influx nerveux qui va passer par les nerfs sensitifs et qui vont aller au cerveau pour être analysés. Évidemment, au niveau des nerfs sensitifs, on peut parler du nerf olfactif, du nerf visuel, du nerf glossopharyngien, du nerf auditif et du nerf trijumeau et du nerf facial. Donc, ce sont l'ensemble des nerfs qui vont transmettre l'information au cerveau pour que l'influx nerveux, pour que l'information soit analysée. Une fois analysé, eh bien, notre moteur va retransmettre l'information, donc va analyser et va dire, ben là, je dois bouger mon œil pour regarder ailleurs, je dois bouger mes mains, bouger mes pieds. Donc, tout ça va être transmis par des nerfs moteurs qui vont partir du cerveau et se rendre à l'ensemble de nos membres pour qu'on puisse bouger. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement volontaire. Mais il y a d'autres arcs qui existent. Autrement dit, il y a d'autres situations qui peuvent se passer. Donc ici, si on se brûle la main, ce qui va arriver, c'est que l'influx nerveux ne prendra même pas le temps de monter au cerveau. Il va s'arrêter à la moelle épinière. Et c'est là que ma moelle épinière va prendre la décision à la place de mon cerveau et va dire « enlève ta main ». Okay? Donc c'est ce qu'on appelle un réflexe. Et dans ce cas-ci, c'est un réflexe somatique. Mais il existe un deuxième type de réflexe. Et ce deuxième type de réflexe-là va être géré par le tronc cérébral et non par la moelle épinière. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est si on voit quelque chose d'effrayant ou d'épeurant, à ce moment-là, notre tronc cérébral va envoyer l'information à différentes parties du corps pour réagir. Et là, je vous ai donné un exemple ici où la personne a eu peur de quelque chose. Eh bien, quand on éprouve la peur, quand on fait le saut, par exemple, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, je vais avoir, par exemple, une dilatation des pupilles pour être capable de percevoir le maximum d'informations pour s'assurer de pouvoir prendre une décision éclairée sur ce qu'on doit faire par la suite. On va avoir un rush d'adrénaline, autrement dit, nos glandes surrénales vont donner énormément d'adrénaline et en même temps, je vais avoir une augmentation de mon rythme cardiaque et une augmentation de ma respiration. On va être essoufflé. Pourquoi ça existe? Eh bien, en fait, on veut nous donner le maximum d'énergie. Donc, tous les trois dernières choses que je viens de dire, c'est vraiment pour s'assurer que nos muscles soient prêts à réagir et soit à combattre, soit à fuir. Et finalement, c'est vraiment l'instinct animal et on a un dernier réflexe qui est plutôt comique en fait, parce que présentement, il ne sert plus à grand chose, c'est qu'on va avoir la chair de poule. La chair de poule, ça sert à quoi? En fait, ça sert à avoir nos poils qui vont prendre du volume et pouvoir avoir un plus grand volume, donc être plus imposant par rapport à un prédateur. Évidemment, on a moins de pilosité qu'on en a déjà eu, ce qui fait que maintenant, ça ne sert plus à grand chose. Mais il fut une époque où est-ce qu'on était plus poilu et où c'était plus utile. Ce dernier réflexe, on appelle ça le réflexe autonome. Donc, c'est le deuxième type de réflexe qui est géré par le tronc cérébral. Donc maintenant, allons voir chacun de nos sens pour bien comprendre comment le tout fonctionne. Donc ici, vous avez le modèle d'un œil. Et à travers cet œil, évidemment, vous allez avoir un passage de lumière qui va nous permettre de détecter notre environnement au niveau de la vue. Évidemment, cette lumière-là va rentrer dans notre œil et va aller frapper une membrane qui est hyper importante qu'on appelle la rétine. La rétine, c'est là où est-ce qu'il y a nos récepteurs qui vont nous permettre de transformer tout ça en influx nerveux et donc d'envoyer l'information à notre cerveau. Vous avez ensuite l'iris. L'iris, en fait, c'est comme le diaphragme d'un appareil photo. Donc, son objectif, c'est simplement de pouvoir contrôler la quantité de lumière qui va rentrer et sortir de notre œil. La cornée, c'est une lentille, mais une lentille qui va être fixe.
Donc, c'est une lentille qui nous permet de voir, qui nous permet d'envoyer l'information au bon endroit sur notre rétine, mais elle ne s'adapte pas à ce qu'on va observer si on est proche ou on est loin. La partie qui va s'adapter, c'est le cristallin, qui est situé derrière l'iris. Par la suite, on a le nerf optique. Évidemment, le nerf optique, c'est ce qui va prendre l'information de la rétine et l'envoyer à la zone visuelle du cerveau qui se trouve en arrière de la tête. Et l'endroit où le nerf optique va venir s'attacher à la rétine, on appelle ça la tache aveugle. En fait, c'est un point où est-ce qu'on ne voit pas. Vous pourrez aller voir dans votre manuel, il y a une belle activité à faire où est-ce que vous allez voir où est votre tache aveugle, qu'on ne se rend pas compte qu'elle existe en fait, mais elle existe bel et bien. Il y a un point où est-ce qu'on ne voit pas. Et finalement, j'ai la tache jaune. La tache jaune, en fait, c'est qu'à l'intérieur de votre œil, vous avez une zone de votre rétine qui est particulièrement bien développée et donc qui va percevoir beaucoup plus que le reste de votre rétine. Ce qui fait que présentement, si vous regardez droit devant vous, eh bien, vous allez pouvoir percevoir ce qui est de chaque côté de votre tête, mais il va être beaucoup plus flou, ça va être moins clair. Donc, vous avez à peu près un 3% de vision, 3% de votre champ de vision, en fait, qui va être votre vision claire. C'est l'endroit où est-ce que vous percevez le maximum d'informations. Le blanc de votre œil, donc ce qui fait le tour de votre œil, c'est ce qu'on appelle la sclère, ou si vous préférez, la sclérotide. Et finalement, tout ça va baigner dans un liquide. Donc, on a deux liquides à l'intérieur de notre œil, un qui se situe à l'intérieur de la cornée et un qui se situe derrière le cristallin. Donc, quand on parle de celui en arrière de la cornée, c'est l'humeur aqueuse et derrière, ça va être un liquide qui va être plus visqueux et qu'on va appeler l'humeur vitrée. Et là, je veux vous montrer quelque chose d'extraordinaire. En fait, je vais vous avouer, l'œil me fascine par ses capacités d'adaptation et je vais vous présenter deux capacités d'adaptation dont est capable l'œil. Le premier, c'est de s'adapter à la quantité de lumière. Donc, ça va se faire au niveau de l'iris. L'iris étant, je vous rappelle, ce qui donne la couleur à votre œil. Donc, ce qui est bleu ou brun ou vert. Ce qui va arriver, c'est que si j'envoie une lumière face à mon œil, évidemment, mon œil ne peut pas avoir trop de lumière parce que je vais être juste ébloui puis je ne serai pas capable de voir, de discerner les contours des objets. Donc, pour éviter ça, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir un iris, donc la partie colorée, qui va rapetisser ou agrandir la pupille. La pupille, j'en ai pas parlé dans la dernière diapositive. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas une partie de l'œil, c'est un vide. Donc, c'est pas quelque chose de tangible, c'est vraiment un trou qui est l'iris, qui est la pupille, en fait, et c'est par là que va passer la lumière. Donc, tout dépendamment de la quantité de lumière, eh bien, je remarque que quand je vais donner de la lumière à mon œil, eh bien, mon iris va rapetisser ma pupille pour qu'il y ait moins de lumière pour ne pas que je sois ébloui, donc pour que je sois capable de discerner les contours des objets. Et quand cette lumière-là va baisser, eh bien là, ça va être le contraire. Je vais vouloir avoir plus de lumière, donc je vais agrandir ma pupille. Évidemment, on s'est adapté à ça. On a utilisé cette technologie-là qui est extraordinaire de notre œil pour faire les appareils photo. Donc, les appareils photo, comme ici vous avez au niveau de votre téléphone cellulaire, eh bien, vous voyez le devant de ma lampe de poche. Et ce que vous remarquez, c'est qu'à la seconde où est-ce que je vais l'éclairer, ben, je vois plus rien parce qu'il y a tellement de lumière que c'est comme si mon appareil photo était ébloui par la lumière. Donc, pour pouvoir avoir pour être capable de discerner les objets, pour pouvoir avoir une belle photo quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer ce qu'on appelle le diaphragme de l'appareil photo. Donc, on va réduire la quantité de lumière qui s'en va vers les pixels, donc qui s'en va vers mes capteurs. Et quand mes capteurs vont capter la lumière, à ce moment-là, je vais avoir une image qui va être plus normale, plus réelle. Maintenant, passons au deuxième fonctionnement, donc à la deuxième adaptation possible de l'œil, qui est tout aussi fantastique. En fait, c'est que derrière l'iris, je vais avoir ce qu'on appelle le cristallin, comme on l'a vu tantôt, qui est une lentille qui est ajustable. Donc, en fait, c'est vraiment comme, ça ressemble un peu à du caoutchouc, en fait.
Et nos muscles qui sont situés autour du cristallin vont me permettre de tirer, ce qui va me permettre d'amincir le cristallin, ou de relâcher, qui va me permettre de bomber mon cristallin. Et tout dépendamment s'il est bombé ou non, eh bien, je vais avoir une adaptation qui va se faire, à savoir, est-ce que je vois plus de proche ou de loin. Donc, présentement, est-ce que j'observe plus le papillon qui est près de mon œil ou le kangourou qui est plus loin? Donc, comme je l'ai dit, un cristallin qui est plus mince nous permet de voir plus loin, alors qu'un cristallin qui est plus bombé nous permet de voir de plus proche. On a vu l'œil, passons maintenant à l'oreille, donc à l'audition. Et qui dit audition, dit tympan. Le tympan, évidemment, qui va être la petite membrane très fine qui va vibrer selon les vibrations de l'air. Et la vibration de l'air, évidemment, on parle des sons. Donc, c'est l'objectif un peu du tympan. On a le pavillon qui est l'extérieur de l'oreille et le nerf auditif qui vont nous permettre justement d'acheminer ce son-là à notre tympan. À l'intérieur de l'oreille, donc on va avoir le vestibule, le limaçon et les canaux semi-circulaires dont je vais parler un petit peu plus tard. Il va avoir évidemment la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache a un rôle très important et vous l'utilisez fréquemment sans même le savoir. En fait, quand si vous décollez en avion, si vous circulez en voiture et qu'il y a beaucoup de côtes, vos oreilles vont se boucher. Pourquoi elles vont se boucher? En fait, c'est simplement parce que la pression à l'intérieur et à l'extérieur de votre oreille, autrement dit de part et d'autre de votre tympan, n'est pas la même. Et lorsque cette pression-là n'est pas la même, en fait, ça va faire exactement comme quand je souffle une balloune. Donc, il va y avoir plus de pression d'un côté ou de l'autre, ce qui va faire que notre tympan va se bomber et en se bombant, eh bien, il va avoir plus de difficultés à détecter les vibrations de l'air. Pour ajuster cette pression-là, ce qu'on va faire, c'est que quand on mange de la gomme ou quand on baille, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va ouvrir la trompe d'Eustache qui va nous permettre d'équilibrer la pression via notre bouche. Donc, la trompe d'Eustache connecte avec l'arrière de notre nez et de notre bouche pour pouvoir justement équilibrer la pression. Et en équilibrant la pression, eh bien là, nos oreilles se débouchent et on peut de nouveau entendre. Et finalement, on a les osselets qui vont avoir un rôle très important aussi, dont je vais vous parler maintenant. Donc, en fait, l'objectif de l'audition, comment ça fonctionne l'audition, c'est qu'au départ, ça me prend un son. Évidemment, si j'ai pas de son, j'entendrai rien. Je pense que là-dessus, je vous apprends rien. Ce son-là va faire vibrer la membrane et ce sont les osselets qui vont transmettre ces vibrations-là au limaçon. Le limaçon, évidemment, va avoir des cils vibratiles à l'intérieur qui vont me permettre de détecter ces vibrations-là et qui vont me permettre, à partir de là, de créer un influx nerveux grâce au nerf auditif qui va être transmis, évidemment, par la suite au cerveau. Maintenant, à quoi servent donc ces trois canaux semi-circulaires-là? Eh bien, en fait, ils ont un rôle très important. Parce que quand on a un problème, quand on a ce qu'on appelle une labyrinthite, on vient complètement étourdi et c'est vraiment pas agréable. Donc, l'objectif des canaux semi-circulaires, c'est vraiment d'être capable de savoir où est notre tête. Ça sonne un peu étrange comme ça, mais en fait, c'est ce qui va nous donner tout notre équilibre. Parce que les trois canaux vont distinguer les mouvements de notre tête, que ce soit dans les signes de oui, dans la rotation de la tête dans le signe de non. Donc, c'est vraiment nos canaux qui vont être capables de percevoir ça. C'est ce qui fait, comme je vous disais, qu'on a une labyrinthite et quand ces canaux semi-circulaires-là ne fonctionnent pas adéquatement, eh bien là, on bouge notre tête, mais on ne sait plus où est notre tête. Notre cerveau n'est plus capable de savoir où est notre tête. Et là, on vient complètement étourdi et c'est vraiment désagréable. Passons maintenant au toucher, donc passons maintenant à la peau. Et au niveau de la peau, j'aime mieux vous dire que je ne vous dirai pas tout. Autrement dit, il y a beaucoup à dire. Je pourrais faire plusieurs capsules juste sur la peau. Donc, on va y aller un petit peu abrégé. La première chose que vous devez savoir, c'est que la peau, ou le derme, si vous voulez, est séparé en deux sections, l'hypoderme et l'épiderme, qui sont les deux sections principales.
Donc, évidemment, cette peau-là va avoir différentes composantes. Et une des composantes, c'est évidemment les récepteurs sensoriels. Je vous ai dit tantôt que je ne ferais pas le tour de ce qui concerne la peau pour la simple et bonne raison que juste au niveau des récepteurs sensoriels, j'en aurais beaucoup à dire. Parce qu'on détecte beaucoup de choses, en fait, avec notre peau. On contacte la pression, la douleur, le froid, le chaud. Donc, c'est toutes des choses qu'on est capable de sentir. Et évidemment, ça serait très long parler des différents types de nerfs. Ce que vous devez savoir par contre, c'est qu'au niveau des récepteurs sensoriels, je vais avoir certains récepteurs qui vont être attachés à mes poils pour pouvoir utiliser les poils. Tant qu'à les avoir, on va les utiliser pour pouvoir détecter certains mouvements autour de nous. Mais je vais aussi avoir certains récepteurs sensoriels dont les terminaisons vont être entourées par une capsule protectrice, alors qu'il y en a d'autres qui ne le seront pas. Donc, c'est pour détecter différentes choses. Évidemment, toute cette information-là est acheminée à un nerf qui va me transmettre l'information au cerveau. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres choses que la peau est capable de faire. Par exemple, on peut parler des glandes sudoripares. Les glandes sudoripares vont produire la sueur qui va nous permettre à la fois de réguler notre température, mais aussi de réguler notre composition interne. Autrement dit, on va être capable par la sueur d'excréter certains déchets organiques. Évidemment, ces glandes sudoripares-là doivent être sécrétées par un trou de notre peau et c'est ce qu'on va appeler les pores sudoripares. Notre couche de peau, cette peau-là, dans le fond, est recouverte d'une certaine section qui va être morte. En fait, c'est la couche superficielle de la peau. Je vais aussi avoir des glandes qui sont connectées, dans le fond, qui sont sur le bord des poils, qu'on appelle les glandes sébacées. C'est ce qui va produire le sébum, qui est une substance un petit peu plus visqueuse, sur notre peau. Et finalement, je vous ai parlé tantôt du fait qu'on est capable d'avoir la chair de poule pour paraître plus gros. Et bien, pour nous permettre justement d'avoir ça, c'est les muscles érectiles qui vont faire le travail. Petite information très très courte en passant, les muscles érectiles ne vont pas seulement servir à faire peur aux prédateurs, ils servent aussi à garder notre chaleur. Donc en fait, quand les muscles vont se tendre, ça va nous permettre d'avoir les poils hérissés. Et les poils hérissés vont aussi nous permettre de garder une certaine couche d'air à la surface de notre corps et donc de conserver notre chaleur. C'est très utile quand il fait froid et c'est la raison pourquoi quand on a froid, on va aussi avoir la chair de poule. Finalement, on a une certaine couche de cellules adipeuses qui est située dans l'hypoderme. Les deux derniers sens, en fait, on va les voir ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont très, très liés. En fait, souvenez-vous, quand vous étiez petit et que vous mangiez les navets de votre mère qui n'étaient pas nécessairement bons, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on se bouchait le nez. Pourquoi? Parce qu'en se bouchant le nez, on ne sentait pas les odeurs. Et donc, c'est vraiment le réel goût de l'objet que vous aviez. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que en fait, il y a beaucoup de ce qu'on considère comme étant le goût de l'objet, qui est en fait l'odeur de l'objet. Donc, quand vous allez mastiquer l'aliment, eh bien, les parfums qui sont émis par la nourriture vont se retrouver dans une partie qui s'appelle la fosse nasale, qui est située derrière la bouche et le nez, et éventuellement vers la tache olfactive. Donc, vous allez en fait pas goûter, mais bien sentir les aliments. Comment fonctionne cette tache olfactive? Eh bien, elle a des cils olfactifs qui vont stimuler les cellules qui sont derrière, qui sont les cellules olfactives, et qui vont transmettre l'information au bulbe olfactif, qui va déjà commencer à traiter l'information avant même de l'acheminer au nerf olfactif qui va se rendre au cerveau. On a aussi une glande à mucus. La glande à mucus est particulièrement utile, même si c'est désagréable de se moucher. En fait, elle est très utile. En fait, elle va nous permettre d'avoir une surface humide sur laquelle va se coller autant les poussières que les éléments possiblement pathogènes. Et par la suite, en se mouchant, on va pouvoir faire ressortir tous ces éléments-là avant même qu'ils soient entrés dans le corps. Évidemment, au niveau du goût, ça se passe au niveau de la langue. La langue va donc avoir des pores gustatifs, qui sont des espèces de petits trous dans la langue, et au bout desquels il va y avoir des cils qui vont
évidemment exciter les bourgeons gustatifs, qui sont des cellules spécialisées dans le goût, qui va transmettre évidemment l'information au récepteur et finalement au nerf gustatif. Et c'est ce qui met fin à cette capsule dans le cadre du cours SCG 4059. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts dans tous les sens du terme. À vous de surpasser le maître.